Alors, on m'a demandé de vous parler de la procédure civile et de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable. J'avais peur d'avoir à faire des redites. En réalité, j'ai écouté avec intérêt et attention toutes les interventions depuis ce matin que franchement, je trouve très, très intéressantes. Et je n'ai qu'un regret, c'est de devoir quitter cette chambre en septembre parce que je suis nommée à Nîmes dans une chambre civile générale. Mais ça, c'est la vie des magistrats. Comme je disais tout à l'heure aux étudiants, on est censé être polyvalent. Bon, c'est mieux d'être spécialisé pour être plus à l'aise, mais les magistrats doivent être polyvalents et ils doivent être capables de changer de contentieux. Donc, procédure civile et procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Je vous parlerai d'action et de réaction. Ça va vous rappeler des choses qui ont été dites aussi dans la journée et encore tout récemment. Donc, action, c'est-à-dire action en reconnaissance de la faute inexcusable au sens de la procédure civile. Quelle est la juridiction compétente, quels sont les titulaires de l'action, quel est le délai de l'action. Je suis contente qu'on n'en ait pas trop parlé depuis le début de la matinée, comme ça me permet d'avoir une petite valeur ajoutée. Quel est le point de départ du délai, quelles sont les causes de suspension et d'interruption du délai, et là on va reparler de l'action pénale et de ses pièges. Et un petit détour par la tentative de conciliation sur laquelle on ne s'est pas, à mon avis, assez attardé, surtout au regard des développements récents sur ce qu'on appelle, encore d'un acronyme affreux, l'ARA, c'est-à-dire l'audience de règlement amiable, qui est maintenant inscrite dans la loi et à laquelle les chambres sociales et les chambres de protection sociale n'ont pas de raison d'échapper. Et ensuite, je vous parlerai de la réaction, c'est-à-dire une fois que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée et qu'elle a prospéré, ou en cours d'instance, les actions récursoires, ce que j'appelle la réaction. Action en reconnaissance de faute inexcusable, action récursoire en reconnaissance de faute inexcusable. Qui sont les titulaires de cette action? Devant quelle juridiction? Dans quel délai? Parce que c'est pas le même. Quelles sont les causes d'interruption et quel est, dans ces deux cas, l'objet de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, avec un petit focus sur la procédure d'appel qui a quelques particularités. Alors, si je retrouve en fait, j'écris ça depuis ce matin, j'ai écrit. J'ai essayé de rassembler mes idées. Alors, l'action en reconnaissance de faute inexcusable, maintenant, vous avez compris qu'elle s'exerce devant la juridiction sociale exclusivement. C'est-à-dire en première instance devant maintenant le pôle social du tribunal judiciaire, anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale, dont il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'une juridiction échevinée. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même intéressant. Il n'y a qu'un seul magistrat professionnel dans le pôle social du tribunal judiciaire, et les deux autres assesseurs sont des assesseurs désignés en raison de leur appétence pour les questions sociales. Alors que, vous savez, le Conseil des prud'hommes est exclusivement conseiller de conseillers prud'homaux et que le magistrat professionnel n'y intervient que pour le départage. Alors, pour les magistrats de cour d'appel comme moi, que la juridiction sociale soit présidée par un magistrat professionnel, c'est un très grand intérêt. C'est pas que j'aime pas les conseillers prud'homaux, mais on doit quand même dire et remarquer, et c'est pas les avocats qui vont me contredire, que les jugements des pôles sociaux sont quand même motivés en droit et en fait, ce qui n'est pas toujours le cas des jugements des conseils des prud'hommes, et je tresse des couronnes à mes collègues des chambres sociales de la cour d'appel. Alors, l'action en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction sociale seulement. Donc là, on ne parle pas de l'action en indemnisation des victimes de la faute inexcusable. On parle de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il n'y a que la juridiction sociale qui peut dire que l'employeur a commis une faute inexcusable en relation de causalité avec le dommage, c'est-à-dire l'accident ou la maladie professionnelle. Qui sont les titulaires de l'action? Bien sûr, d'abord la victime, quand elle n'est pas morte. Parce que c'est vrai que les litiges qui sont portés devant les juridictions sociales sont souvent les plus graves.
Pourquoi? Ça, ce serait. Je crois que Morane Kembago, qui a beaucoup travaillé sur l'indemnisation des victimes d'AT-MP, aurait pu nous en parler. Il ne faut pas oublier que devant les juridictions, on n'a que la partie émergée de l'iceberg. J'ai entendu ce matin qu'il y a 600 000 maladies professionnelles déclarées. Heureusement qu'on n'a pas toutes les maladies professionnelles en contentieux devant les juridictions, parce que déjà, avec les 2000 actions qu'on a par an, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, par cours d'appel. Hein. Donc, si on avait du contentieux dans tous les cas, ce serait juste pas possible. Donc, on a normalement devant les juridictions que les affaires compliquées et les affaires à fort enjeu financier. Et donc, en particulier, souvent, les accidents mortels et les maladies professionnelles graves. Et dans ma chambre, on traite aussi le contentieux du FIVA. Et ça, on verra dans la deuxième partie. Parce que il n'y a pas d'action devant les juridictions pour l'indemnisation des victimes de l'amiante. Ce n'est qu'un recours contre les offres faites par le FIVA. Et à l'occasion de ce recours, que des recours peuvent être faits par le FIVA contre l'employeur ou des entreprises tierces en reconnaissance de leur faute inexcusable pour se voir décharger d'une partie des sommes forfaitaires qu'il a versées aux victimes de l'accident ou de la maladie professionnelle. Donc je reprends. Vous allez voir, moi je suis pas prof de droit, hein, je suis que conseiller à la cour d'appel, donc je suis pas forcément douée pour les exposés théoriques et les plans en deux parties. J'ai essayé de faire un effort. Alors la victime, les ayants droit de la victime, quand la victime est décédée. Alors déjà, première particularité, article L434-7, c'est-à-dire que les ayants droit de la victime qui ont le droit de faire une action en reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas tous les ayants droit de la victime. L434-7, que vous connaissez par cœur, bien sûr. Hein ? Et alors, évidemment, le problème avec le Code de la sécurité sociale, c'est qu'il change tous les 2 jours, presque. Hein, voilà. En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants. Donc, c'est pas l'article L434-7, c'est les suivants. Alors, le conjoint ou le concubin de la personne lié par un pacte civil de solidarité. Le nouveau conjoint, bon, ça c'est l'article L434-8. Nouveau mariage, bon, ça, on a quand même le droit. Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, était légalement établie. Le père, la mère, le tuteur à la personne ayant la garde de l'enfant. Et c'est tout. Et ça veut dire que toutes les actions en reconnaissance de faute inexcusable de tous les frères et sœurs, les oncles et tantes, qui nous sont encore quelquefois présentés, sont irrecevables. Donc, les ayants droit qui ne sont pas cités à l'article L434-7 du Code et aux articles L434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale n'ont pas qualité à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la personne au droit de laquelle ils viennent. Et s'ils veulent réparation d'un préjudice, moral ou autre, il faudra qu'ils aillent devant la juridiction de droit commun. Donc, dans le cadre de la faute inexcusable, c'est niet. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Quel est le délai de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ? Alors, on vous a dit tout à l'heure, c'est 2 ans. 2 ans, c'est très court. Et vous allez voir pourquoi, à cause de ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les triples recours dont disposent éventuellement les victimes. Quel est le point de départ de ce délai de 2 ans ? Est-ce que c'est la date de première constatation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ? Est-ce que c'est la date de notification de la prise en charge de l'accident ou de la maladie professionnelle ? Bon, heureusement, c'est la date de notification de la prise en charge. Parce que si c'était la date de première constatation, il y aurait beaucoup d'actions qui seraient prescrites ab initio.
Alors, c'est encore une particularité. Parce que voilà une indemnisation, une action en indemnisation, dont le point de départ n'est pas le jour du fait causal, enfin pas du fait causal, mais du fait qui est la source de l'obligation de l'employeur. Parce que le fait qui est à la source de l'obligation de l'employeur, c'est l'accident. Mais le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui est nécessairement en plus antérieure à l'accident, la faute inexcusable, elle précède nécessairement la réalisation de l'accident, il est retardé au jour de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie professionnelle par la caisse. Et ça, c'est à mon sens, je le vois comme ça, une disposition qui bénéficie aux victimes, puisqu'il retarde le point de départ du délai de 2 ans à partir duquel l'action en faute inexcusable peut être engagée au jour de la décision de prise en charge. Or, cette décision de prise en charge elle-même donne lieu à un contentieux qui est bien plus important devant les chambres de protection sociale que le contentieux de la faute inexcusable. On a bien plus en contentieux devant la chambre à laquelle j'appartiens, de contentieux de l'opposabilité de la décision de prise en charge ou de contentieux de la caractérisation de l'accident ou de la maladie professionnelle que de recours en faute inexcusable. Donc, ça vous montre que déjà la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, si son accident ou sa maladie professionnelle n'est pas reconnue d'emblée par la caisse, avant de pouvoir engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable, déjà va devoir entamer un parcours du combattant dans une action contre la caisse pour faire reconnaître son accident au titre de la législation professionnelle. Et ça aboutit à quelque chose, c'est qu'on traite devant les juridictions des actions en reconnaissance de faute inexcusable pour des accidents qui se sont passés, mais il y a des années. Parce que le temps que le litige relatif à la prise en charge de l'accident ou de la maladie professionnelle soit terminé, avec les délais d'appel, etc. Nous, on juge en 15 mois et c'est relativement court, mais en première instance, ça dépend des tribunaux. Et j'ai pas d'idée des délais moyens, mais c'est très très long. Le temps que le contentieux sur la prise en charge de l'accident de la maladie professionnelle soit terminé, commence le délai de 2 ans part à partir de ce moment-là, on est déjà dans plusieurs années. Et faire la preuve, plusieurs années après, de quelque chose qui s'est passé avant la survenance de l'accident, puisque la faute inexcusable, c'est le fait pour l'employeur d'avoir eu conscience d'un danger qui s'est réalisé par la survenance de l'accident de la maladie professionnelle et pour lequel il n'a pas pris de mesures de préservation. Mais nécessairement, ça se passe avant l'accident. Donc vous voyez la difficulté à laquelle les victimes d'accidents de maladie professionnelle sont confrontées, de devoir, dans plusieurs années, faire la preuve de faits qui sont devenus très anciens. On y est tout le temps confronté parce qu'on apprécie les preuves et que les preuves, quelquefois, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est difficile pour les victimes. Alors, quelles sont les causes et en plus, il y a des causes d'interruption et de suspension de ce délai de 2 ans. Alors, l'action pénale, parlons-en. Récemment, on a déclaré prescrite une action en reconnaissance de faute inexcusable parce que moi, j'ai fait beaucoup de pénal dans ma carrière, donc j'adore le pénal, et en plus du pénal du travail, donc je trouve ça très intéressant. Mais quel est l'intérêt pour la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'agir au pénal? Alors, on vous a dit tout à l'heure, c'est parce que les enquêteurs et les juges d'instruction disposent de moyens. Alors, c'est vrai, moi aussi, j'étais juge d'instruction, je sais, on a beaucoup de moyens, on peut faire plein de trucs, on peut établir la vérité. Le but de l'instruction, c'est d'arriver à la manifestation de la vérité. Mais est-ce que la manifestation de la vérité va améliorer le sort de la victime d'accident du travail, de maladie professionnelle? Personnellement, j'en suis de moins en moins persuadée, parce que, en réalité, dans ce droit de réparation, là, c'est pas la vérité tellement qui... Alors, ça va peut-être vous choquer, ce que je dis, mais la vérité, quelquefois, d'abord, on la sait jamais. La vraie vérité, d'abord, je vous parle d'expérience déjà, de base, on la connaît jamais. Et deuxièmement, est-ce que c'est bien nécessaire? Parce que c'est un droit dans lequel il y a tout un système de présomption qui bénéficie aux victimes. Et finalement, le régime
dont on vous a parlé un peu, de présomption irréfragable de faute inexcusable, de présomption d'accident du travail, de présomption de reconnaissance de la maladie professionnelle par le système des tableaux, etc., il est quand même très, très dérogatoire au droit commun, où il faut faire la preuve de la faute, du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Enfin, c'est quand même compliqué. Dans ce droit-là, vous avez tout un système de présomptions qui vont de pair avec ce dont on parle ce matin, c'est-à-dire la réparation, le caractère forfaitaire de la réparation, mais c'est pour aller plus vite, et c'est quand même plus facile. Donc, moi, je m'interroge sur l'intérêt d'engager une action pénale, parce que de toute façon, la victime ne pourra pas avoir de réparation devant la juridiction pénale. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais jeune substitut. On poursuivait les employeurs, etc., pour les accidents mortels, homicides involontaires. À l'époque, il n'y avait pas encore les violations manifestement délibérées, des obligations de sécurité, etc. Donc, c'était blessure involontaire, homicide involontaire. Bon, on a puni l'employeur, il est condamné, il a 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende. Très bien. Et puis, au revoir, monsieur, votre constitution partie civile devant la juridiction pénale, elle est irrecevable, il faut aller devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Donc, certes, quand on a condamné, la faute inexcusable est établie, le pénal tient le civil en état, c'est-à-dire que le délai de 2 ans, il est interrompu pendant l'action pénale, mais encore faut-il que l'action soit engagée dans le délai, parce que récemment, il y avait une action pénale qui avait abouti à la reconnaissance du délit, très bien, sauf que les victimes n'ont pas engagé l'action civile dans le délai de 2 ans, parce que les instances, c'est compliqué, c'est pas comme un long fleuve tranquille, il y a des incidents, il y a des appels, il y a des sursis à statuer, etc. Et puis on perd de vue le déroulement de la procédure. Et puis on a essayé de nous faire dire que les auditions devant le juge d'instruction ou devant l'enquêteur, je crois qu'il n'y avait pas eu d'instruction là, interrompaient le délai. Non, c'est la poursuite qui interrompt le délai. Donc s'il y a une enquête et qu'il n'y a pas de poursuite, qu'il y a un classement sans suite, votre action, votre action civile, le délai d'action civile n'a pas été interrompu et vous êtes prescrit. Vous allez devant le pôle social et on vous dit au revoir, action en reconnaissance de faute inexcusable prescrit. On vous fait appel et puis on vous redit action en reconnaissance de faute inexcusable prescrit. Donc moi je dis méfiance avec les actions pénales. Alors on a parlé tout à l'heure de l'action civile devant la juridiction de droit commun. Alors revenons sur l'intérêt de la victime à avoir indemnisation de son préjudice. Oui, la victime a intérêt à faire une action devant la juridiction de droit commun en responsabilité civile, avec tout ce que ça implique en termes de preuves. On voit même des actions devant le juge référé. Il y en a de plus en plus. Il y a des victimes d'accidents du travail alors, il faut bien rédiger la saisine du juge, l'assignation en référé, parce qu'on ne peut pas demander à un juge des référés de droit commun une mission d'expertise avec des postes de préjudice qui sont réparés par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Le juge référé, j'ai été président de tribunal, donc j'ai été jugé référé, va vous dire je suis incompétent, au revoir, c'est pas ici. C'est devant le TAS. Mais vous pouvez le faire pour les autres préjudices, ceux qui ne sont pas réparés par le livre 4 du Code de procédure de la sécurité sociale. Méfiance, parce que vous avez engagé votre action civile devant la juridiction de droit commun. Une expertise a été ordonnée. Vous êtes content, vous êtes convoqué à l'expertise, on vous examine, ça revient devant le juge civil, etc. Attention, pendant ce temps-là, le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable, il n'est pas interrompu, parce qu'une action civile n'interrompt pas le délai de prescription d'une autre action civile. Donc je dis méfiance, parce que c'est des cas qu'on a encore vus, du fait que le délai de 2 ans pour introduire l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas interrompu par une action civile faite devant une autre juridiction. Donc ça, c'était pour les causes d'interruption et de suspension des délais. Alors là, il y a quand même une petite lueur d'espoir pour les victimes, c'est que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que notre conseiller à la Cour de cassation pourrait nous le dire, mais le juge ne peut pas relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais c'est la loi qui dit ça. Et donc, il y a encore quelques fois, et puis quelquefois les défendeurs ne le voient pas. Parce qu'il faut dire, c'est des micmacs, il
Nous, on se fait des grands traits avec des chronologies pour essayer de s'y retrouver. Et je ne vous parle pas des rechutes, hein, parce que les rechutes, c'est encore un autre poème. Et donc, même quelquefois, on ordonne quand même, on dit quand même qu'il y a faute inexcusable, même alors que l'action est prescrite, parce que comme personne nous a demandé de dire que l'action était prescrite, on peut pas le faire nous-mêmes. On le voit, souvent on le voit, mais on le dit pas. Et puis, tant mieux pour les victimes, et puis tant pis pour les employeurs. Hein, ils ont qu'à le voir, hein, chacun son boulot. Voilà. Alors, petit aparté, non, c'était pas vous. Petit aparté sur la tentative de conciliation. Alors c'est vrai, c'est comme devant le juge des affaires familiales, il y a encore une tentative de conciliation amiable obligatoire pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. En fait, ça se passe, je crois que ça se passe que par écrit, c'est-à-dire qu'en fait, la personne demande à la caisse d'engager la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable. Donc un avocat souvent, ou la personne toute seule quelquefois, fait cette demande à la caisse, dans le délai, c'est bien. La caisse transmet la demande de reconnaissance amiable à l'employeur. Alors, je crois que ça interrompt le délai de l'action, la tentative de conciliation amiable. Elle interrompt le délai. Et en fait, ce que fait la caisse, c'est qu'elle envoie la demande de reconnaissance amiable à l'employeur. Et puis, en général, l'employeur, il répond à la caisse par une lettre en disant « mais il n'en est pas question, je refuse ». Et donc, la caisse renotifie à la victime le fait que l'employeur a refusé la tentative de conciliation amiable. Et là, le délai recommence à courir. Alors, j'ai vu une seule fois depuis 2 ans une tentative de conciliation amiable partiellement aboutie. Et le résultat était pire que le mal. Alors, je vous explique. J'étais toute contente d'avoir une tentative de conciliation amiable réussie. Je me disais, mais ça existe. Il y a des tentatives de conciliation amiable qui existent. Alors, effectivement, les parties étaient d'accord sur le principe de la faute inexcusable. Donc, ça au moins, on n'a plus à juger sur le principe de la faute inexcusable. Et ensuite, ils s'étaient mis d'accord sur le recours à une expertise. Et ensuite, ils s'étaient mis d'accord sur le nom de l'expert. Et ils s'étaient même mis d'accord sur les chefs de préjudice. C'était génial. Alors, on se disait, quand on voit arriver une affaire comme ça à la cour d'appel, on se dit, c'est super, on n'a plus qu'à liquider, on sait faire, bon. Et en fait, patatras, parce que quand l'expertise est revenue, l'employeur a fait des offres, la victime en a accepté certaines, donc ça, c'est sorti du champ, et puis il en a refusé d'autres, et on a été obligé de repartir sur le reste. Bon, il y avait déjà une grosse partie qui avait été déblayée. Et cette affaire-là m'a fait penser qu'on aurait sûrement à gagner, et les victimes, et sûrement les employeurs et leurs assureurs. Hein. On n'a pas parlé d'assureurs tellement depuis le début, là, mais je vais en parler, moi. Peut-être qu'il y a une piste d'amélioration du traitement des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans une amélioration du fonctionnement de cette tentative de conciliation amiable. Parce que bon, des dossiers compliqués, très contentieux, dans lesquels il y a vraiment des problèmes de droit à régler, il y en a, on les adore. Et puis, la plupart des dossiers, c'est quand même des chiffres, des histoires d'évaluation. Donc là-dessus, est-ce que vraiment, quelle est la valeur ajoutée du juge, quoi? Moi, je pose clairement la question. On en parlait avec une avocate parisienne. Est-ce que le boulot d'un juge qui a fait 7 ans d'études, c'est de faire, d'appliquer des barèmes? Bon, j'ai un profond respect pour le référentiel d'indemnisation de mon ami Benoît, avec qui j'étais à la fac, qui me sert tous les jours, mais est-ce que c'est ça le cœur de notre métier, quoi? Parce que nous, c'est de trancher des trucs compliqués. Ce qu'on aime faire, c'est de trancher des problèmes de droit compliqués. Bon. Donc, les tentatives de conciliation amiable, on aimerait bien qu'elles marchent mieux. Il y a un petit espoir parce qu'il paraît que depuis qu'il y a des commissions médicales de règlement amiable, alors là, je sors de la faute inexcusable, mais je parle des AT-MP, il y a moins de contentieux. Apparemment, peut-être que les commissions médicales de règlement amiable font leur boulot parce que devant les TAS, on a réuni la chambre sociale, on fait une ou 2 réunions par an avec les juges des pôles sociaux du ressort, et ils signalent une baisse du contentieux
en lien avec la mise en place de la nouvelle procédure, parce que c'est plus formaliste. C'est devenu très formaliste maintenant. Puis le droit au recours à l'expertise. Enfin, il y a sûrement des choses qui s'améliorent parce qu'il y a moins de choses qui remontent sur les pôles sociaux. Donc, il faut y croire. Et de toute façon, et je finirai par là, l'audience de règlement amiable, on va être obligé de le faire. Alors, on a essayé, la chambre sociale, la chambre de la protection sociale, on a dit non, mais l'audience de règlement amiable, c'est que pour la procédure écrite. Pas du tout, c'est pour tout le monde. Donc, nous, on a beau être en procédure orale, on va pas y couper. On va être obligé de faire des audiences de règlement amiable aussi, avant de passer au fond du contentieux. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'on peut passer qu'est-ce qu'on peut passer plus rapidement. Et la carotte, ce sera, écoutez, votre cas de faute inexcusable, il est c'est archi simple. Là, dans votre DUERP, il y a même pas d'abord, vous avez même pas de DUERP, donc circuler, il y a rien à voir. Ou alors, dans votre DUERP, il y a le risque, vous l'avez identifié, donc vous aviez la conscience du danger, puisqu'il est dans votre. Et puis, regardez, ça fait 3 ans que votre DUERP, il est en niveau 3 ou en niveau 1 le risque là, et puis il est toujours en niveau 1, puis vous faites jamais rien. Donc, vous voyez bien que, on va vous condamner là pour faute inexcusable. Donc, est-ce que c'est bien la peine d'attendre 2 ans, quoi? Donc, moi, j'ai des idées pour mettre d'accord les gens. Je serais peut-être, en tant qu'ancienne pénaliste, je serais peut-être un petit peu trop directive, mais il y a sûrement de la marge. Bon, il vaut mieux pas que je sois juge aux affaires familiales. Alors ensuite, la réaction. Je serai plus brève parce que on va pas faire des redites. Alors la réaction. Alors attention, ne pas oublier qu'en ATMP, c'est de la triangulation, c'est-à-dire que c'est l'indépendance des rapports. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est Jérôme Dier qui m'a très bien expliqué. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit pas en droit commun du tout. On n'y connaît rien. Nous, les juges de droit commun, avant, il y a 2 parties. Il y a le demandeur, le défendeur, terminé. Alors déjà, quand on fait du pénal, ça se complique un peu parce qu'on fait de la réparation du dommage corporel et tout d'un coup, il arrive les préjudices soumis à recours et les préjudices non soumis à recours. Et là, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors, indépendance des rapports. Victime, caisse, ça c'est pour la reconnaissance, la prise en charge de l'accident du travail ou la reconnaissance de la maladie professionnelle. Caisse employeur, pourquoi? Parce que la caisse, et c'est la loi qui le dit, il n'y a pas besoin d'action, et ça j'insiste. La caisse n'a pas besoin d'avoir une action. C'est pas une action elle n'est pas obligée de faire une action devant le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes dont elle a fait l'avance, c'est la loi qui le dit. Donc il suffit qu'elle soit dans la cause, la caisse, et qu'elle ait fait l'avance des sommes qu'elle doit payer, la rente majorée, les sommes ensuite mises à sa charge par le juge. Le fait d'avoir payé la subroge dans les droits de la victime et l'action récursoire, il n'y a pas besoin qu'elle l'engage devant le tribunal. Elle est légale, l'action récursoire. Oui, mais il faut qu'elle le demande. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. Mais elle n'est pas obligée de reprendre point par point toutes les demandes, puisque le fondement de son recours, il est légal, il est inscrit dans la loi. Donc, je passe sur le recours de la caisse. Donc, principalement, c'est l'employeur qui est condamné pour faute inexcusable à indemniser la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui va chercher à se retourner contre en principe, le plus souvent, les entreprises de travail temporaire. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est écrit dans la loi aussi. La loi le prévoit. Donc, le fondement de l'action de l'employeur, l'action récursoire de l'employeur qui est condamné pour faute inexcusable, parce que en fait, le droit, il faut vraiment avoir bien fait ses études à la fac. Donc là, vous êtes jeune, vous êtes en 4e année, 5e année, 5e année, voilà. Les fondamentaux. Quel est le fondement de la responsabilité de l'employeur dans le cas de la faute inexcusable? C'est le contrat de travail. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'employeur qui peut être condamné pour faute inexcusable, que lui. Et Maître Charité a eu bien raison de dire, on voit encore des conclusions qui demandent au juge de condamner les entreprises dans lesquelles les salariés ont été mis à disposition. Non, même si ce sont elles qui ont commis la vraie faute, c'est-à-dire c'est elles qui n'ont pas mis le garde-corps, c'est elles qui n'ont pas fait la formation, le responsable,
c'est l'employeur, parce que le fondement de la responsabilité de l'employeur, c'est le contrat de travail. Mais après, l'employeur, il a un recours contre l'entreprise de travail temporaire parce que, d'abord, ils sont liés eux-mêmes par une convention de mise à disposition, et deuxièmement, ils ont le même salarié. C'est-à-dire que l'employeur, il a un salarié, il le prête à l'entreprise de travail temporaire. Mais c'est le même. Ils sont tous les deux, en fait, ils ont tous les deux une obligation de sécurité vis-à-vis de cette personne. Et c'est pour ça qu'il peut aussi y avoir des partages de responsabilités. Alors là, je m'étends pas parce que c'est très, très casuistique. En fait, c'est un droit qui est vraiment très, très concret, c'est la vie des gens. On est envoyé partout, dans les chantiers, dans les industries, dans les centrales nucléaires, dans les boîtes de semi-conducteurs où j'ai appris que comme on touche des métaux dangereux, on peut avoir des maladies de peau horribles avec des cancers, etc. Enfin, on découvre un monde du travail qui est... Vous savez d'où vient le mot travail? C'est un grand classique. Hein. Travail vient d'un mot latin qui veut dire torture, hein, tripalium. Hein, donc oui, vous aviez oublié ça. Le travail, c'est pas forcément la santé. Alors donc ça, c'est le recours de l'employeur contre l'entreprise. C'est facile. Ça, c'est le recours de l'employeur contre l'entreprise de travail temporaire. L'employeur peut aussi se retourner. Alors le recours de l'employeur contre l'entreprise temporaire, c'est devant la juridiction sociale, hein, parce qu'on est toujours dans la relation de travail. En présence de la caisse, victime, accident du travail ou maladie professionnelle reconnue par la caisse, caisse qui fait l'avance des sommes et qui se retourne contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue, qui se retourne contre l'entreprise de travail temporaire parce que le salarié était mis à disposition de l'entreprise de travail temporaire par l'employeur. Jusqu'à présent, c'est du droit commun de la responsabilité. Et après, comme vous l'a dit Maître Wata, c'est le recours de l'employeur contre des tiers. Et là, attention, action civile générale, délai 5 ans et pas 2 ans. Parce que là, c'est pas une action en reconnaissance c'est pas une action dérivée de reconnaissance de faute inexcusable. Il y a eu l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, et l'employeur, lui, il a une action de droit commun, de recours pour faute contre n'importe qui. Là, le syndicat de copropriétaires, j'ai vu recours contre le fabricant de la machine qui était mal réglée ou qui était mal sécurisée. Mais ça, la juridiction de sécurité sociale, elle peut pas. Elle n'a pas plénitude de juridiction. Sa compétence, elle est limitée par le Code de la sécurité sociale. Donc là, nous, on n'est pas compétents. Et là, c'est les juridictions civiles de droit commun qui sont compétentes. Et c'est pour ça que c'est une action en responsabilité soumise au délai général de 5 ans. Et pour terminer, le FIVA. Alors, normalement, c'est pas prévu nulle part que les recours contre les offres que le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, fait aux victimes de l'amiante. Le FIVA fait des offres à condition qu'on lui demande quelque chose. Puis il y a aussi des délais. Bon, je passe parce que c'est pas une action, c'est une demande c'est une demande d'indemnisation devant le FIVA. Et il y a un recours qui est prévu devant la cour d'appel directement. C'est d'ailleurs assez bizarre. C'est comme si le FIVA avait un pouvoir. De toute façon, le fonds, c'est un établissement public. Donc, l'offre du FIVA, elle a une nature telle qu'elle a la valeur d'un jugement de première instance, en fait, puisque il y a un recours direct en appel contre les offres du FIVA. Donc, c'est la chambre de la protection sociale à Grenoble qui statue sur ces recours, mais c'est pas le cas dans toutes les cours. Et là, dans la cour où je vais aller, c'est la première chambre civile qui traite des recours devant les cours d'appel des offres du FIVA. Dans le cadre de cette procédure, le FIVA fait une offre, la victime la conteste. Le FIVA attrait l'employeur à la cause. L'employeur et le FIVA se retournent contre l'employeur pour obtenir remboursement en tant que subrogé, c'est une action fondée sur la subrogation, dans les droits de la victime, une fois qu'il a payé puisque le FIVA a payé des sommes, il a le droit de se retourner contre l'employeur pour obtenir remboursement. Alors,
ça arrive dans les recours sur offre quand il y a des offres partiellement acceptées. Sinon, c'est une action générale du FIVA en recours direct contre l'employeur, et le FIVA tente de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur pour se voir rembourser des sommes qu'il a payées aux victimes de la faute inexcusable. Bon, il y en a quand même pas mal de ces actions. Et alors là, délai. Alors là, délai. Parce que là, c'est pas une action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par la victime, mais c'est quand même 2 ans le délai de recours du FIVA contre les employeurs en reconnaissance de leur faute inexcusable. Et pourquoi ? Eh ben, toujours connaissance de base, parce que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime. Et je finirai par l'objet de l'action et les demandes nouvelles en appel. L'objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, on en parle depuis ce matin, c'est d'obtenir une indemnisation qui excède l'indemnisation forfaitaire payée par les caisses au titre du livre 4 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, on nous demande toujours une expertise, ou alors il y en a une qui a été effectuée en premier appel, en première instance, et effet de l'arrêt de l'Assemblée plénière de janvier 2023, est-ce que les victimes qui avaient formé leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et leur demande d'expertise sans intégrer l'indemnisation du DFP dans la mission d'expertise sont obligées de ressaisir le juge pour voir modifier la mission d'expertise? Alors là, en appel, on a résolu le problème, puisque le Code de procédure civile nous dit que on ne peut pas recevoir de demande nouvelle en appel, sauf si elles sont une conséquence, je ne sais plus comment on dit le texte, aide-moi Benoît, une conséquence directe ou l'accessoire de la demande principale, voilà. Et donc on a considéré que la demande d'indemnisation du DFP, par l'effet de la décision de l'arrêt de l'Assemblée plénière de janvier 2023 était devenu un accessoire de la demande principale en indemnisation, et donc nous on modifie d'office les missions, je vous le dis, parce qu'on ne va pas attendre qu'on nous ressaisisse ou que le juge d'expertise soit ressaisi, donc on modifie directement les missions et on intègre l'indemnisation du DFP. Mais en première instance, c'est pas le cas. Donc en première instance, et j'ai fini, il faut que les victimes n'oublient pas de saisir le juge des expertises d'une demande d'adjonction de mission pour que l'intégralité de leur préjudice soit pris en compte dans la mission de l'expertise. Merci de votre attention. À titre liminaire, et je le dis principalement à destination des étudiants et donc de la salle, dans cette matière, ce qui va tout de suite nous préoccuper en qualité d'avocat, c'est plus, et ce sera l'essentiel pour nous, c'est les besoins du client qui va nous saisir lorsqu'il va venir nous voir et qui va nous dire « je suis victime de harcèlement moral, qu'est-ce que je dois faire ?» Vous verrez par la pratique que dans la plupart des cas, vous aurez affaire à des personnes qui se trouvent en grande souffrance psychologique, de sorte qu'ils ne sont pas toujours en mesure de bien définir la procédure qu'ils souhaiteraient voir engagée. Et tout cela va notamment dépendre des éléments de preuve qu'ils vont être en mesure de vous apporter. On pourra considérer que s'ils ont déjà un dossier fort complet, effectivement, une procédure civile pourrait être tout à fait adaptée. Mais pour rebondir sur ce qui vient de vous être dit par Madame la conseillère, c'est vrai que lorsqu'on a parfois quelques problèmes probatoires dans une procédure ou lorsque des personnes viennent nous voir, il nous arrive aussi de conseiller la voie de la procédure pénale, même si pour nous elle est très longue et fastidieuse, parce qu'elle peut permettre effectivement d'obtenir des preuves particulières en lien avec les moyens d'investigation étendus qui sont ceux du parquet ou d'un juge d'instruction. Le deuxième élément sur lequel il faut attirer la vigilance de la personne qui vient vous voir, c'est naturellement, et ça a été évoqué aussi, les délais. Une procédure civile, même si elle est longue, elle sera toujours moins longue qu'une procédure pénale qui met à tout le moins plusieurs années.
Ceci étant dit, premier élément, celui du harcèlement moral devant le pôle social. Ça, c'est juste pour faire quelques mots finalement de lien avec ce qui vous a été précédemment exposé. Il faut d'abord obtenir une décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie par l'assurance maladie. Et s'agissant au cas particulier de harcèlement moral, on considérera la plupart du temps que ce sera une maladie professionnelle. Il n'est pas tellement question d'accident du travail en matière de harcèlement moral pour une raison assez simple, c'est que le harcèlement moral, c'est la répétition d'actes harcelants et la plupart du temps, sauf exception évidemment, mais la plupart du temps, c'est quand même sur une période de temps tout à fait étendue. S'agissant de harcèlement moral, on est dans une maladie dite hors tableau des maladies professionnelles, et donc le régime de l'article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale qui s'applique, avec une nécessité de démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel. Et dans ce genre de matière, vous le savez, direction les C2RMP, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, avec tout l'aléa que cela représente. Et comme ça vous a été dit tout à l'heure, si la maladie n'est pas reconnue, et je paraphrase là les termes de Madame Desfarges, eh bien c'est le parcours du combattant, parce que c'est une première partie de la procédure qui va se dérouler sur peut-être plusieurs années, puisqu'il va falloir saisir d'abord le pôle social pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Si elle est reconnue, c'est un peu plus simple, on passe tout de suite à la procédure de faute inexcusable, et là encore, avec l'expertise, etc., tout cela vous a été présenté précédemment, je n'y reviens pas plus longuement. Tout ça pour vous dire que cette procédure, elle peut tout de même s'avérer longue et aussi incertaine. Incertaine pourquoi? Parce que une partie de la défense des employeurs, même lorsqu'il remet en cause, même dans le cadre d'une faute inexcusable, pardon, c'est qu'il peut remettre en cause le caractère professionnel. Et s'agissant de maladies professionnelles en lien avec ce qu'on appelle des syndromes anxio-dépressifs, eh bien, les employeurs ne manquent pas, lorsque c'est le cas, de faire référence à des fragilités précédentes de la victime qui, dans sa vie personnelle, privée, peut avoir eu tout un tas de problèmes d'ores et déjà connus de l'employeur qui lui permettraient de dire que non, ce n'est pas une maladie professionnelle, mais bien plutôt une dépression en lien avec, ça nous est arrivé de le voir, le décès de son père, son divorce, etc., etc. Deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est évidemment le harcèlement moral comme une infraction, une incrimination hybride, parce que finalement, elle ressort tout à la fois des dispositions du Code du travail, c'est l'article L 1152-1, mais aussi du Code pénal, dans son article 222-33-2, avec des termes qui sont, somme toute, quasiment identiques. Des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à la victime. De sorte que, en cas de harcèlement moral, vous avez deux juridictions qui sont concurremment compétentes. D'une part, le Conseil de prud'homme et d'autre part, le tribunal correctionnel. Donc, l'action civile sociale et l'action pénale. S'agissant du Conseil des prud'hommes et du harcèlement moral devant le Conseil de prud'homme, il est fréquent finalement que les conséquences du harcèlement moral aillent bien au-delà de l'impact sur la santé, et ça peut notamment avoir un impact sur les conditions de travail et sur le contrat de travail en lui-même. Être harcelé ou dénoncer un harcèlement moral, ça peut conduire à des mesures de rétorsion prises par l'employeur, de sorte que le législateur a adopté des mesures protectrices du salarié concerné. C'est les dispositions de l'article 1152-2 du Code du travail qui interdit les mesures discriminatoires à ceux qui ont subi ou dénoncé ou refusé de subir un harcèlement moral, et surtout l'article L 1152-3 du Code du travail qui dispose que est nulle la rupture du contrat de travail qui vise une personne qui a subi ou dénoncé du harcèlement moral. La conséquence de la nullité du licenciement, c'est quoi? C'est d'abord
soit la réintégration, mais en matière de harcèlement moral, ce n'est pas toujours la meilleure solution à proposer à la personne qui vient vous voir, soit l'indemnisation du préjudice qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire, et ça a un impact particulier, la nullité, puisque ça peut nous permettre de dépasser les limites du barème dit Macron, celui de l'article 1235-3 du Code du travail, puisque la nullité du licenciement, on n'est pas dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et on peut aller au-delà des indemnités fixées par ce barème, ce qui ne doit pas être négligé, et en particulier pour les salariés qui ont fort peu d'ancienneté, comme ça arrive assez souvent. En pratique, ce qu'on constate, c'est que ça donne lieu à un contentieux qui est éminemment important et en même temps très intéressant. Un cas un peu banal, je dirais, malheureusement, c'est le salarié qui subit un harcèlement moral au travail, qui est en arrêt maladie et qui, passé quelques années, malheureusement la plupart du temps, voit le médecin du travail le déclarer inapte à tout poste dans l'entreprise. Quoi de plus logique, l'employeur n'a pas d'autre solution, donc il licencie son salarié pour inaptitude. Et vous le savez, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 octobre 2012, mais vous en avez d'autres, a approuvé la Cour d'appel qui a jugé nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié causé par le harcèlement moral de son employeur. La Cour de cassation estimant que la Cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et motivé sa décision sur le lien entre celui-ci et l'inaptitude de la salariée a légalement justifié sa décision, de sorte que la démonstration préalable de l'existence d'un harcèlement moral peut permettre d'obtenir de la juridiction qu'elle prononce la nullité du licenciement. Pour quelle réparation devant le Conseil de prud'homme? Eh bien là, on rejoint tout à fait le droit commun, puisque c'est finalement la réparation intégrale du préjudice qui oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. C'est l'arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 23 novembre 2015. Qu'est-ce qu'on demande finalement? Des dommages et intérêts afférents à la rupture pour l'indemnité du licenciement nul, mais aussi des indemnités en lien avec l'exécution fautive du contrat de travail. C'est des dommages et intérêts pour réparer les conséquences du harcèlement moral qui peuvent se cumuler avec les indemnités pour licenciement nul. Ça, c'est la Chambre sociale qui nous l'a rappelé également le 2 février 2017. Et aussi les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Une fois qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on obtient vraiment? Eh bien là, c'est tout à fait casuistique aussi, mais pour prendre un exemple récent dans le cadre duquel le cabinet est intervenu, une salariée comédienne victime de discrimination en raison de l'état de grossesse et de harcèlement moral en lien avec cette discrimination en raison de l'état de grossesse a donné lieu à un jugement du Conseil de prud'homme de Bobigny tout à fait récent, qui a octroyé, je vous le dis à titre d'illustration seulement, et alors qu'on était dans un dossier quand même d'une particulière gravité, 10 000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement moral, 5 000 € de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation, et 20 000 € pour la nullité du licenciement pour une salariée qui travaillait dans l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est le volet conseil de prud'homme et indemnisation qu'on peut obtenir devant cette juridiction. En parallèle, et par exemple dans ce dossier, mais ça arrive très fréquemment, l'action peut aussi être portée devant le juge pénal. Et là, ce n'était pas un souhait particulier de cette salariée qui a agi devant les juridictions civiles, mais par ailleurs, l'inspection du travail était saisie, a dressé un procès-verbal dit à article 40 du Code de procédure pénale, par lequel il a saisi le procureur de la République, et le procureur de la République, à la suite de son enquête préliminaire, a délivré des citations aux prévenus d'avoir à comparaître pour les mêmes faits que ceux qui étaient jugés devant la juridiction prud'homale, ce qui a amené 7 salariés, une fois indemnisés, à se présenter tout de même devant le juge pénal, pas pour y faire des demandes indemnitaires, mais pour y poursuivre ce qu'on appelle l'action vindicative, pour corroborer l'action du ministère public et venir dire qu'effectivement, elle avait été victime de faits de harcèlement moral. La plupart du temps, je vous le disais en introduction, on est face à une procédure cette fois qui est relativement longue.
soit une enquête préliminaire sous la direction du procureur de la République suffit à elle-même, et c'est un moindre mal parce que ça va durer quelques nombreux mois et voire 1 an et demi, 2 ans, soit les faits sont trop complexes, ce qui arrive plus fréquemment, où le procureur de la République refuse d'enquêter et ça va donner lieu à une information judiciaire, la désignation d'un juge d'instruction, ce qui va s'avérer particulièrement long. Il faut que tout le monde le sache, évidemment, avant de mener ce genre d'action. Ceci étant dit, le harcèlement moral sur le plan du droit pénal, c'est pour nous une infraction qui est tout à fait intéressante puisque on dit qu'elle est formelle, et elle est formelle à double titre. Ça veut dire qu'elle ne nécessite pas obligatoirement de résultats pour être caractérisée. C'est ce bout de l'infraction dont on parlait tout à l'heure, ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail. Première variante de l'infraction formelle, puisque ayant pour objet, c'est des actes qui ont été conçus pour qu'il y ait un résultat, mais il n'y en a pas forcément eu. Alors que ayant pour effet, de la même manière, ces actes, ils ont été conçus pour un effet et il y a eu un résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, c'est ce qu'on dit être une infraction formelle, et alors elle peut être caractérisée même s'il n'y a pas de résultat. Deuxième volet de l'infraction formelle, c'est susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Susceptible de, là encore, infraction formelle, pas de nécessité d'un résultat effectif. Et c'est tout un pan, et un pan très important, de la procédure que tout le monde appelle France Télécom, qui, par référence à ce que je vous indiquais tout à l'heure, a passé 10 années à l'instruction au tribunal de Paris, avant effectivement d'être renvoyé devant les juridictions de jugement, mais déjà 10 ans d'instruction préparatoire, et des décisions qui ont été rendues et largement commentées s'agissant du harcèlement moral dit institutionnel. Vous avez le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 décembre 2019, dont je tiens à préciser, parce que ce n'est pas souvent signalé, qu'il est tout à fait définitif à l'encontre d'Orange, Orange France Télécom étant devenu Orange, et n'ayant pas interjeté appel de jugement, quoi qu'il advienne par la suite de la procédure, il sera, et il est définitif, à l'encontre d'Orange. C'est un jugement de 343 pages. Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, c'est l'arrêt qui a été rendu à la suite de l'appel interjeté par les prévenus personnes physiques. Et cette fois, on est à 342 pages. Alors, vous voyez, on est dans un contentieux qui a donné lieu à beaucoup d'écritures de part et d'autre. Quelques éléments de contexte sur cette affaire, somme toute assez particulière. Vous avez en septembre 2004 la société France Télécom qui a été privatisée. Vous aviez à cette époque et dans les années qui ont suivi, et d'ailleurs toujours actuellement, mais c'était encore plus le cas à l'époque, des personnels historiques qui étaient fonctionnaires, auxquels on a ajouté des personnels de droit privé par des contrats CDD ou CDI classiques. Et donc, vous aviez deux catégories de travailleurs dans l'entreprise, avec ces fonctionnaires qui avaient une manière de travailler un peu différente de celle des salariés qui sont arrivés par la suite. Et vous avez surtout, concomitamment à tout ça, l'opérateur qui a accumulé des dettes tout à fait importantes et qui a décidé, notamment à compter de 2006, de grands plans de redressement de l'entreprise. Il fallait tout transformer et notamment supprimer 22 000 postes, ce qui a donné lieu à cette phrase qu'on a pu lire et qui est une partie aussi importante du dossier du dirigeant de l'entreprise en 2007, qui, devant l'ensemble des cadres de l'entreprise, a indiqué « je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre ». Et c'est sur le fondement de ces déclarations, des plans qui ont été mis en place, qu'il a fallu réfléchir de part et d'autre à comment caractériser cette infraction de harcèlement moral. Et en réalité, ce qui leur a été reproché à ces prévenus, c'est que les actes de harcèlement moral étaient la conséquence directe des plans mis en œuvre au niveau du groupe et qui ont conduit à un caractère systémique
des modalités de management délétères, c'est-à-dire qu'on est passé d'un harcèlement moral interindividuel, comme on le connaît très souvent avec un supérieur hiérarchique un peu compliqué qui fait s'abattre ses foudres sur son subordonné. Là, c'est un peu différent puisque ce qui est venu nous dire la juridiction pénale, c'est qu'il y a une généralisation du harcèlement moral à l'échelle de l'entreprise par une politique d'entreprise. Et ces termes politique d'entreprise, c'est des termes qui sont repris et notamment par le jugement du tribunal de Paris. Ce n'est pas tout à fait inédit, même loin de là, puisque avant ces décisions, la Cour de cassation et notamment la Chambre sociale avaient été assez précurseurs dans ce domaine, puisque par un arrêt du 10 novembre 2009, elle avait déjà estimé que des méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique permettaient de caractériser un harcèlement moral. Donc on parlait déjà de méthode de gestion. Elle a été suivie en cela par la Chambre criminelle par un arrêt du 21 juin 2005 et c'est dans le prolongement de ces précédentes décisions que se sont inscrits à la fois le tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Paris pour dégager ce principe dit de harcèlement moral institutionnel. Ce qu'il a d'inédit, c'est qu'il a touché plusieurs dizaines de milliers de travailleurs d'une même société. Il y a, si vous avez lu le jugement ou si vous allez le lire, je parle particulièrement du jugement du tribunal de Paris, il avait donné lieu à des débats très nourris autour notamment de la sociologie du travail, avec certains témoins qui étaient venus déposer au tribunal, ce qui a donné lieu à quelques références un peu inhabituelles, je dirais, dans un jugement, puisque le tribunal a fait référence, et c'est somme toute assez logique selon moi, à une fable de La Fontaine, c'est Les animaux malades de la peste, en citant un extrait, puisqu'il indique « Ils ne mouraient pas tous, mais étaient tous frappés ». Et c'est finalement ce passage de cette fable de La Fontaine qui fait référence au caractère formel de l'infraction que je vous indiquais tout à l'heure. C'est pas parce qu'ils n'ont pas tous subi en tant que tels des conséquences en lien avec le harcèlement moral qu'ils n'en ont pas tous subi du harcèlement moral. L'arrêt de la Cour d'appel, qui se voulait plus juridique sur le fond, donne des indications particulièrement intéressantes, notamment sur le volet formel de cette infraction, puisque l'arrêt nous indique ainsi les agissements répétés peuvent, selon la Cour, résulter de méthodes de gestion ou de management, voire d'une véritable organisation managériale, lesquelles n'avaient pas nécessairement pour objet initial de dégrader les conditions de travail, mais qui ont eu pour objet final ou pour effet, dans leur mise en œuvre, de dégrader les conditions de travail individuelles et collectives des salariés, de sorte que la Cour, elle confirme que des dirigeants d'une grande entreprise peuvent se voir reprocher des faits de harcèlement moral en dehors de relations interindividuelles directes avec des salariés, mais par la politique d'entreprise qu'ils ont à la fois pensée et appliquée. La question qu'on se pose à la suite de la confirmation de l'existence d'un harcèlement moral institutionnel, c'est qui en est victime au sein de la collectivité du travail. Et ça a été finalement l'avancée majeure du jugement et de l'arrêt qui le confirme, puisque au cabinet, nous avons reçu de nombreuses sollicitations au moment de l'ouverture du procès, et même dans les mois qui ont précédé, de personnes qui avaient travaillé dans l'entreprise, qui n'avaient pas fait partie de l'instruction préparatoire et qui souhaitaient tout de même se constituer partie civile pour avoir vécu des faits de harcèlement durant cette période au sein de l'entreprise. Nous avons fait le choix de les constituer partie civile devant la juridiction de jugement sur un fondement pour nous assez classique, celui des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale à titre principal et aussi 418 qui nous disent quoi? La victime directe et personnelle d'une infraction, elle peut se constituer partie civile pour en demander la réparation et même devant la juridiction de jugement jusqu'avant les réquisitions du procureur de la République. Donc nous,
on applique les textes du Code de procédure pénale et on estime que ces victimes, elles étaient tout à fait recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement. Ça n'a évidemment pas été la lecture de la défense des prévenus, puisque eux estimaient que dans la mesure où ces personnes ne s'étaient pas signalées pendant la procédure d'instruction, alors on n'a pas pu examiner les faits qu'ils avaient pu vivre et surtout, on n'avait pas pu examiner si les prévenus avaient commis des faits de harcèlement à leur égard. Mais finalement, la Cour a validé la constitution de partie civile de ces nouvelles parties civiles, je dirais, qui n'ont pas fait partie de la procédure d'instruction, en revenant à la lettre de l'article 222-33-2 du Code pénal, c'est le fait de harceler autrui. Et la Cour a confirmé que autrui, ça pouvait être une victime isolée ou ça pouvait être plusieurs victimes. Ce qui compte, c'est que là où les victimes appartiennent à la collectivité de travail visée par les faits précis de harcèlement, ce qui était le cas en l'espèce, puisque la Cour nous indique que les dégradations ont concerné tous les salariés de tous les établissements du groupe dans lesquels était recherchée ou pratiquée la déstabilisation des salariés et le climat professionnel anxiogène. Les décisions d'organisation prises dans le cadre professionnel peuvent, dans un contexte particulier, être source d'insécurité permanente pour tout le personnel et devenir alors harcelantes pour certains salariés. Le harcèlement institutionnel a en effet pour spécificité d'être en cascade avec un effet de ruissellement indépendamment de l'absence de lien hiérarchique entre le prévenu et la victime. C'est la page 129 du dit arrêt. Et c'est finalement une des avancées majeures de cette affaire, comme je vous l'indiquais. On passe du harcèlement interindividuel au harcèlement systémique institutionnel et à une collectivité de travail qui potentiellement peut être très large. Et je tenais tout de même à vous signaler, et d'ailleurs c'est des choses qui sont reprises par la presse, qu'un certain nombre de prévenus ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, de sorte que tout cela est en train d'être examiné par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et qu'un arrêt sera rendu sur l'ensemble de ces notions, à la fois le harcèlement moral dit institutionnel, mais qui n'est rien d'autre que le harcèlement moral qui figure dans le code pénal. C'est une variante finalement de ce harcèlement moral, et également la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de ces nouvelles parties civiles, de sorte qu'on va tous avoir à lire encore un arrêt probablement de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en cette matière. Peut-être y a-t-il des questions particulières auxquelles je pourrais répondre, sinon je laisse la parole à l'intervenant. Oui, souvent en matière de harcèlement moral, nous sommes confrontés à un problème de preuve. Qu'est-ce que vous avez des pistes? Enfin, qu'est-ce que vous conseilleriez? Parce que c'est vrai que c'est vraiment le point d'achoppement dans ce type d'affaires. Ce qu'on conseille la plupart du temps aux personnes qui viennent nous voir suffisamment tôt, c'est de tenir une sorte de journal en temps réel de tout ce qui se passe dans l'entreprise, de tout ce dont elle se rappelle à ce moment-là. Et c'est des choses qui seront utiles par la suite dans la procédure. Et là, je fais encore référence à ce que nous disait tout à l'heure Madame la conseillère, c'est que quand les dossiers viennent à l'audience ou quand il faut s'en occuper, tout ça est assez lointain pour tout le monde. Et le seul moyen de s'en rappeler avec un peu de précision, c'est de le consigner dans une sorte de registre journal. Après, on ne peut pas exclure, et on a certaines personnes qui viennent avec, notamment dans le cadre de procédures pénales, mais aussi dans le cadre de procédures civiles, parce que ça reste très discuté, des enregistrements de certaines conversations qui peuvent avoir lieu. Et c'était particulièrement le cas dans l'exemple que je vous donnais avec cette salariée qui a fait l'objet de discrimination en raison de l'état de grossesse et de harcèlement. Il est évident, et l'inspection du travail citée à l'audience correctionnelle l'a tout à fait reconnu, que si elle n'avait pas pris la précaution à un moment où elle a senti que les choses se dégradaient, de faire ces enregistrements, eh bien, il n'y aurait pas eu de procès, tout simplement. Enregistrement, mais surtout consignation à l'écrit, et tenter de réunir quelques preuves autour de tout ça, parfois des mails aussi qui sont envoyés. Le harcèlement, ce n'est pas toujours quelque chose de très insidieux, hein. Parfois, ça peut être aussi en lien avec une charge de travail trop importante, et alors la répétition des mails, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à produire.